Bonjour, bonjour et Bonjour bienvenue tout dans le cette monde. première édition du webinaire Email Academy de Mailjet, de Sinch Mailjet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est débloquer le pouvoir de l'emailing. On va rester sur une thématique très généraliste de présentation de l'emailing. Et comme la question va probablement être posée, oui, vous recevrez un lien vers la présentation vidéo après le webinaire. Donc, si vous n'avez pas pu assister à la présentation maintenant, vous aurez à disposition la présentation plus tard. Je suis Thomas Ajdukovic, spécialiste des contenus et de la localisation chez Sinch Mailjet. Et moi, c'est Stéphanie Watson, je suis responsable du produit chez Mailjet également. Et nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Avec nous euh, aussi, on a aussi l'équipe, ouais, derrière, notre équipe support. Donc on a Lara qui va être dans le chat pour répondre aux questions, ainsi que Plémena. Et notre, hôte extraordinaire, Thomas aussi, qui est notre spécialiste de contenu multimédia. Très bien. Eh bien, je vous propose que nous commencions. Sachez qu'à la fin de la session, il y aura évidemment une session de questions-réponses. On a déjà reçu quelques questions, mais qui étaient un niveau peut-être un peu élevé par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui. On y répondra plus probablement par email, mais si vous avez des questions au fil de l'échange, de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses qui doit être à côté de votre section de chat. Donc, commençons par le sommaire. Donc, on va aborder 3 points principaux aujourd'hui. Donc, une présentation générale de ce qu'est l'email marketing, le marketing par email, une description des différents éléments d'un email et surtout, donc, ce pourquoi l'essentiel d'entre vous est ici, j'imagine, les 6 étapes à suivre pour bien démarrer avec l'emailing. Donc, commençons par cette question simple. Qu'est-ce que le marketing par email? Donc, c'est un canal de communication marketing, comme son nom l'indique, qui utilise l'email à des fins de promotion de produits ou de services ou pour développer des relations avec votre base de clients et atteindre vos objectifs de marketing. On considère que toujours aujourd'hui que l'emailing reste le canal de marketing au retour sur investissement le plus élevé. Alors, vous verrez parfois des chiffres assez mirobolants qui vous diront que vous pouvez, pour 1 euro investi, vous pouvez toucher 44 euros grâce à l'emailing. La vérité est un peu plus nuancée. On a d'ailleurs un article sur la question sur comment calculer le ROI de votre emailing. Mais comparé à des choses comme le display, les réseaux sociaux, les publicités en ligne, le SIA, etc., ça reste le canal de marketing le plus rentable. L'emailing permet également d'établir des relations durables, puisque vous êtes dans la boîte de réception de vos destinataires, donc là où ils consultent également leurs emails personnels, leur communication personnelle. Donc ça crée un sentiment de rapprochement que d'autres canaux n'ont pas forcément. Et enfin, ça permet un ciblage très personnalisé, mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Pour situer votre niveau d'emailing, on va commencer par une petite question avec un sondage. Donc, vous allez pouvoir voter afin d'établir votre niveau tout simplement d'emailing. Donc, à quel point est-ce que vous connaissez, vous comprenez l'emailing. Donc, n'hésitez pas à voter. Un onglet doit être ouvert au niveau de votre chat. Ah, c'est Donc, super, on a beaucoup de débutants. C'est top. Les gens avec un peu d'expérience, hop, ça monte. Eh beaucoup de oui, débutants, une majorité de ouais. personnes qui estiment avoir un peu d'expérience, ce qui est bien aussi parce que, voilà, on commence pas de nulle part. Mais oui, la répartition correspond à peu près à ce que je me faisais de ce webinaire, puisque, encore une fois, on le rappelle, on est sur une présentation qui est très généraliste. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont très expérimentés, on compte faire d'autres webinaires plus tard qui vont aller être plus, au fond du sujet. Donc, Hop, je pense qu'on peut fermer le sondage. On reste sur une large majorité de personnes avec un peu d'expérience, ce qui signifie déjà que l'emailing reste intéressant pour vous, ce qui est plutôt bon signe pour nous en tant que société d'emailing. Mais ça veut dire aussi qu'on peut aller plus loin dans l'apprentissage et dans le développement.
Donc passons à la suite en vous présentant les différents éléments clés d'un email. Voilà. Donc, quels sont les éléments clés d'un email, les éléments vraiment essentiels? Donc, il y a d'abord les éléments que le contact va voir avant même d'ouvrir l'email. Donc, il y a notamment le nom d'expéditeur. Donc, souvent, le best practice, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de mettre votre nom, en fait, d'un humain, quelqu'un, un employé de chez vous, avec le nom de votre société. Comme ça vous établit comme un expéditeur de confiance et ça incite votre contact à ouvrir l'email. Juste à côté, on va voir qu'il y a l'objet d'email. Et en fait, ça, c'est la porte d'entrée de votre email. Donc, il faut que ce soit surtout court, pertinent et percutant, en fait, pour inviter votre contact à cliquer et ouvrir. Et après, il y a aussi, c'est pas moins important forcément, mais il y a aussi ce qu'on appelle le pré-header ou le texte de prévisualisation qui va être juste à côté de l'objet d'email dans la boîte mail de votre contact, qui va donner un peu plus de contexte sur le contenu de l'email. Alors, une fois que le contact a cliqué dedans, là, on voit qu'il y a une jolie hiérarchisation dans l'exemple qui est juste en dessous. On a un titre, en fait, ce qu'on appelle un header, en fait, la partie supérieure de l'email, qui est bien gros avec un joli bouton CTA. Qu'est-ce que c'est un CTA? C'est un bouton qui appelle à l'action, en fait. Et ça, la meilleure chose à faire, c'est de l'avoir dans la partie supérieure de votre email parce que les études le montrent, les gens, ils passent moins de 10 secondes en moyenne sur un email. Donc, il faut que ce soit vraiment mis en avant. Après, on voit, il y a plus de texte plus bas, mais c'est bien plus petit que la partie supérieure de l'email parce qu'on veut qu'ils puissent le lire facilement en diagonale. Après, il y a le footer, donc tout en bas de l'email. Là, on a les mentions légales obligatoires. Donc, ça peut être des choses en relation avec, avec RGPD, votre politique de confidentialité de votre société. Voilà, et ça, c'est quelqu'un dans le commentaire qui a dit qu'il faut éviter la ponctuation dans un objet et c'est vrai, c'est une très bonne astuce. Dans le footer, on a également les liens des réseaux sociaux. Ça incite les utilisateurs, enfin vos contacts à aller découvrir plus votre marque, à vous suivre, interagir et engager avec votre entreprise. Et finalement, peut-être la chose la plus importante, c'est le lien de désabonnement. Donc, qui est obligatoire pour qu'on respecte RGPD. Et voilà, donc ça, il faut absolument l'avoir dans chaque email que vous envoyez. Et il faut que les utilisateurs puissent, les contacts, pardon, puissent se désabonner facilement en un clic. Donc ça, c'est clé vraiment à votre email. Et tout ça, c'est les bonnes pratiques pour vraiment pour la réussite de votre campagne d'emailing. Donc, passons maintenant. Très bien, passons à la suite. Donc, les 6 étapes essentielles pour bien démarrer, qui va occuper l'essentiel de notre présentation aujourd'hui. Donc, on a découpé, évidemment, on peut rajouter différentes étapes hein, si on veut, mais on a découpé la stratégie d'emailing en 6 étapes générales à suivre. Donc, commencer par définir une stratégie, la création d'une liste de contacts, l'identification de contenus qui plairont à vos destinataires, la création d'un premier email, donc le design d'un premier email, le ciblage des contacts et enfin l'analyse des résultats et l'optimisation des envois. Très rapidement, Philippe demande si le lien de désabonnement est bien proposé par défaut par Mediac. Tout à fait, parce que ça vous facilite la vie, mais aussi parce que c'est une demande légale, tout simplement. Il faut que les destinataires puissent se désabonner en un clic. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec la définition d'objectif. On va commencer par un deuxième sondage. Quel est l'objectif principal de votre emailing? Donc là, on a défini 3 principaux sujets, et il y en a des milliards d'autres, forcément, mais ces 3 principaux plus autres sont ceux qui reviennent le plus souvent. Donc voilà, ça nous permet d'évaluer un peu vos attentes en termes d'emailing de votre côté. Donc beaucoup qui sont dans la présentation de produits et de services, quelques offres promotionnelles assez, des partages de contenu qui commencent à monter. Mais oui. Ah oui, c'est intéressant. Vous êtes plutôt dans la présentation de produits et de services pour pousser les contacts à vraiment découvrir vos produits. Oui, créer de l'interaction, Ouais. oui, tout à fait. Les appels aux dons. Oui, tout à fait, oui, parce que l'emailing peut être aussi utilisé à des fins non lucratives. Ah oui, abonnement, quelqu'un a dit pour, se abonner à
les communications qui vont suivre, ouais. Newsletter, d'accord, oui. Reconnaissance de marque, les 3, évidemment. Oui, voilà. Je pense que tout le monde est mené à faire les 3 éventuellement, dans leur programme, dans leur stratégie d'emailing. Bon. Mais globalement, la présentation de produits et de services, domine largement, ce qui correspond à peu près à ce que nous on observe également, puisque là, on a les chiffres tirés, d'une des études qu'on a publiées l'an dernier sur, la pratique de l'emailing, donc par les expéditeurs d'emailing, dans 5 pays, dont la France. Et donc très largement en tête, on a, la distribution, de contenu, suivi donc derrière par la promotion, donc la présentation de produits et de services et les offres promotionnelles. Donc la définition d'objectif de votre emailing, elle est essentielle. Ça va de soi, mais c'est important de savoir où vous allez avec votre emailing. C'est une partie de votre stratégie de marketing, évidemment, donc ça doit être lié à vos objectifs de marketing, mais même si vous avez l'impression que ça peut tout faire, ça ne peut pas tout faire. Il faut que vous puissiez mesurer quelque chose de spécifique, principalement en premier. Donc ça peut être du gain de visibilité, comme je l'ai vu passer dans le chat, l'acquisition de nouveaux prospects, la promotion de produits et de services, donc qui est largement en vos faveurs manifestement, l'information. Et on nous demande qu'est-ce qu'on entend par distribution de contenu. Eh bien, le partage d'informations sur un produit, donc la présentation d'un nouveau produit, la présentation d'un nouveau service, la distribution de ce que vous avez pu créer sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme YouTube, des vidéos, des webinars, des articles de blog, des études de cas, des livres blancs, ce genre de choses. Voilà. Une information en tout genre, exactement. Et donc, une fois que vous avez défini ces objectifs, eh bien, vous allez pouvoir les mesurer. Donc, c'est comme ça que vous allez évaluer l'efficacité de votre emailing. Exactement. Alors, à qui est-ce qu'on doit envoyer ces informations? Et du coup, comment on crée une liste de contacts? Donc en fait, il y a beaucoup de moyens d'obtenir des contacts. Donc vous en avez en fait déjà listé dans le chat, on voit, mais ça peut être via un formulaire sur son site internet avec par exemple une offre promotionnelle qui incite les gens à souscrire à votre newsletter. Ça peut également être en boutique physique, vos clients qui s'inscrivent pour recevoir des communications de votre part. Ça peut être via un achat sur Internet, en fait. On peut demander la permission d'envoyer des emailings suite à un achat qui s'effectue sur Internet. Mais il y a des choses qui restent vraiment clés dans la création d'une liste de contacts. Peu importe le moyen dont vous récupérez les contacts, c'est qu'il faut obtenir systématiquement le consentement de vos destinataires. Donc ça, c'est pareil. On va parler de RGPD sans cesse pendant ce webinaire, mais c'est parce que c'est un point clé de l'emailing. On ne peut pas, l'achat des listes, c'est à proscrire totalement. C'est vraiment, il faut que ces contacts, ils viennent des moyens légitimes avec un consentement explicite et qu'on peut prouver, en fait. Et après, ça peut paraître compliqué, mais en fait, il y a une liste, c'est bénéfique pour vous aussi, parce qu'une liste qui est bien qualifiée, en fait, a beaucoup plus de valeur qu'une liste avec beaucoup de contacts qui ne vous connaissent pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont être déjà plus engagés, en fait, avec vos communications, mais aussi, ils vont être moins susceptibles de vous, par exemple, déclarer en tant que spam, de se désabonner de vos messages. Et du coup, ça marche dans votre faveur parce que ça crée une réputation d'expéditeur qui est positive, en fait. Et ça renforce aussi votre réputation de marque. Donc, c'est 2 points absolument clés. Et du coup, pour donner un petit peu concret, on va faire une démo rapide de comment, en fait, une fois que vous avez votre liste de contacts, comment est-ce qu'on le crée depuis Mailjet. Donc, je vais partager mon écran. Juste pendant que Stéphanie prépare la présentation, je vais répondre à 2-3 questions qui ont été posées. Pour les contacts B2B, il y a possibilité d'envoyer à ces contacts-là sans forcément avoir l'opt-in au préalable. Par contre, pour tous les contacts antérieurs ou les contacts récupérés physiquement sur les salons, le mieux, c'est il faut envoyer une campagne de réengagement où ces contacts-là, pré-RGPD, on va les appeler, vous donnent explicitement leur accord pour que vous poursuiviez l'envoi d'email.
pour des raisons tout simplement légales, en fait. Parce que, comme l'a dit Stéphanie, vous devez avoir la preuve numérique de leur accord. La CNIL recommande l'opt-in même en B2B, je suis d'accord, mais on est dans une zone grise, on va dire. Dans les mentions légales, vous parlez du footer, enfin du pied de page ou d'autres choses, Lilia? Du pied de page, d'accord. Les mentions légales, c'est l'adresse, c'est le lien de désinscription. Oui, c'est un contact physique aussi, en fait. Donc, voilà. Mais passons à la présentation de Stéphanie. Pardon. Ça va être rapide, promis. Donc, une fois qu'on a notre liste de contacts qui est bien établie, pour le mettre dans Mailjet, ça reste quand même assez simple. On va aller dans Contact, dans Liste de contacts. Ensuite, on va créer une nouvelle liste. Donc, une fois qu'on commence, on va lui donner un nom pour pouvoir le retrouver facilement par la suite. Et après, on va ajouter nos contacts dans Mailjet. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on peut importer un fichier, on peut l'insérer manuellement, ou on peut démarrer avec une liste vide. Donc, ça peut être avec le formulaire qu'on propose chez Mailjet ou avec l'API. Ensuite, on va le charger. Si vous voulez des astuces, on a un petit affichage qui vous aide à montrer le format qui est accepté quand vous importez un fichier. On va le charger et après, on va faire correspondre avec les contacts de propriété. Donc, je vais juste parler rapidement de qu'est-ce que c'est une propriété de contact, excusez-moi. Une propriété de contact, c'est à peu près l'équivalent d'une colonne dans votre base de données. Donc, en fait, ça peut être, par exemple, la langue de votre contact. Ça peut être le centre d'intérêt de votre contact. Mais en fait, ça, vous pouvez les créer chez Mailjet et ensuite les importer avec votre liste de contacts. Ça peut être le pays de votre contact, etc., etc. Il y a beaucoup de types de données différentes qu'on peut mettre aussi, comme date d'anniversaire, les booléens, en fait, donc un 0, 1, donc vrai ou faux. Voilà, donc là, on voit que mon fichier, toutes les colonnes correspondent avec des propriétés de contact que j'avais créées. Déjà. Mais si jamais il y a une propriété de contact qui ne correspond pas, vous aurez la possibilité de le sélectionner ou de le créer depuis cette vue ou d'ignorer une colonne que vous ne souhaitez pas importer depuis votre fichier. Ensuite, une fois qu'on a tout vérifié, on va reparler du RGPD. Il faut bien vérifier qu'on a bien coché, qu'on a le consentement des contacts que nous sommes en train de charger dans Mailjet. Donc, on doit cocher. On peut aussi recevoir une notification par email une fois le téléchargement terminé. Et là, hop, on va créer notre liste. Voilà, et c'est prêt. Alors. Retournons à la présentation. Il y a quelques questions qui ont été posées, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet Q&A qui est au niveau de votre chat. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes et qui remonteront davantage et auxquelles on pourra répondre dans la section questions-réponses. Juste une question de Philippe par rapport à l'opt-out. L'opt-out n'entre pas dans le cadre du RGPD, il faut un opt-in actif. Donc, laisser une case cochée que le futur ou la future abonnée doit décocher, c'est pas idéal. Il vaut mieux laisser la case décochée et donc que ce soit une action active de la part du futur ou de la future destinataire. C'est même interdit. Merci Steven. Passons au troisième point de notre définition de l'emailing, donc l'identification de contenu qui fonctionne. Donc, qu'allez-vous envoyer concrètement à vos contacts? On l'a vu, on peut envoyer vraiment des dizaines de types d'emailing différents, mais c'est important de savoir les contenus qui vont fonctionner, donc qu'est-ce qui va plaire à vos abonnés. Donc, comment définir ceci? Assez simplement, donc, quelles sont les pages qui génèrent le plus de vues sur votre site? Donc, qu'est-ce qui génère de l'attention par défaut, naturellement, auprès de ce que vous allez offrir? Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent à votre support, à vos agents commerciaux, à vous-même lors d'événements physiques? Ça peut être des questions auxquelles vous pourrez répondre par email, dans une newsletter par exemple. Que font vos concurrents? Parce qu'effectivement, vous êtes dans un secteur d'activité similaire et donc vous pouvez voir ce qui se passe autour. Et enfin, quelles sont les données démographiques dont vous disposez sur vos contacts? Et donc, ces données, vous les avez acquises notamment via la liste de contacts, donc via les formulaires de contact, comme l'a présenté Stéphanie à l'instant. C'est important d'identifier ces contenus, encore une fois, pour pouvoir proposer une expérience cohérente
à l'ensemble à l'ensemble de vos destinataires. Vous pouvez évidemment segmenter, on y reviendra plus tard, mais vous voulez présenter une image de marque qui est en cohérence avec ce que vous proposez sur votre site internet, ce que vous proposez sur vos réseaux sociaux éventuellement, ce que vous proposez lors d'événements physiques, encore une fois. Quelque chose qui fonctionne, qui permette une cohérence tout au long de la relation client, en fait. On va passer à la présentation de quelques exemples d'emails, justement, pour illustrer ces propos. Commençons par un email de confirmation. Donc ici, l'email de confirmation de la newsletter Règle 30 de Numérama. Là encore, donc on est dans ce qu'on appelle un email de double opt-in. Donc, comme on l'a expliqué, vous devez obtenir le consentement explicite des destinataires, qui peut être une case à cocher et qui dit qu'ils acceptent de recevoir des emails de votre part. Mais une meilleure pratique encore, c'est le double opt-in, à savoir, une fois qu'ils ont coché la case et cliqué sur valider, un email leur est envoyé demandant une nouvelle fois de confirmer, donc via le lien confirmer mon abonnement à Règle 30 ici, leur demandant de confirmer à nouveau, pour avoir cette signature numérique pour de vrai, leur bon abonnement. Ça confirme l'existence réelle de l'adresse du contact, évidemment. C'est une exigence légale dans certains cas. Et surtout, ça permet d'entretenir l'hygiène de vos listes, puisque comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de robots, éventuellement, parce qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, qui souscriraient à vos emails. Deuxième type d'email. Oui, on a un email de bienvenue. Donc, à quoi sert l'email de bienvenue? Je crois qu'on en a tous reçu suite à un achat ou une inscription en fait sur un site. Là, ça donne vraiment en fait le ton au début d'une relation client en fait, et qui va en fait, ça va poser le ton pour tout ce qui va suivre. On peut aussi profiter de ce moment pour fidéliser les clients d'autant plus avec une petite offre promotionnelle pour les accueillir en fait dans votre famille de marque, par exemple, ou on peut aussi les pousser à découvrir d'autres produits ou services de votre marque, ou de les pousser à interagir d'autant plus avec vous. Et là, on a choisi la matelas préférée de tout le monde, Emma, qui vient dans une boîte, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc, on trouvait ça sympa parce qu'en fait, on voit bien les best practices des emails, les bonnes pratiques avec l'hierarchisation, une jolie image, et un appel à l'action qui est très clair. Voilà, avec un ton qui est sympathique. Et plus bas, je pense qu'il y a une offre promotionnelle qu'on ne voit pas. Exactement, oui, l'email est plus long, on a dû le découper pour qu'il rentre dans la diapositive. L'email promotionnel, évidemment, c'est un grand classique de l'emailing marketing, donc qui permet de mettre en valeur un produit ou un service. Ici, on a un email de la marque Capsme qui normalement est animé, mais bon, là c'est statique. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt de l'emailing, c'est qu'on peut expérimenter, que ce soit dans le contenu, mais aussi dans le design. Ça permet d'intégrer des codes promotionnels, là aussi. C'est hautement personnalisable. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais l'email est adressé à Thomas, donc à moi. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba de la personnalisation, mais on peut aller beaucoup plus loin avec notamment en intégrant des éléments de type des éléments de parcours client que vous pourrez trouver, mettre en lien avec votre CRM, par exemple. L'email promotionnel, c'est vraiment le sel de l'emailing B2C, à minima. Et donc, quatrième type d'email. Voilà, on a une newsletter. Et Sophie elle a demandé comment mettre du contenu animé. En fait, c'est souvent un GIF en fait, qu'on voit dans les emails quand c'est du contenu animé. Parce que c'est les GIFs, ça reste assez léger, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais il faut vraiment bien faire attention au poids des images qu'on met dans une email. Il faut que ça reste vraiment aussi léger que possible, sans perdre la qualité, bien entendu. Donc, le dernier exemple, on a une newsletter du fooding. Donc là, une newsletter, c'est vraiment en fait, un rendez-vous régulier avec les clients. Donc, c'est un petit piqûre de rappel. Coucou, nous existons. N'oubliez pas, nous sommes des experts de ce domaine. Voilà nos offres. Et c'est la chose qui est vraiment super avec une newsletter, c'est qu'on peut vraiment le personnaliser. Donc, en fonction des intérêts de votre clientèle, par exemple, si quelqu'un s'intéresse à la pizza, on peut lui proposer une newsletter qui tourne autour de la pizza, ou si s'intéresse au chat, voilà. On peut vraiment le personnaliser à la personne qui va le recevoir. Aussi, c'est le moment parfait pour expérimenter. Donc, si jamais vous voulez insérer un petit sondage dans une newsletter ou un lien vers un sondage,
ou une vidéo, c'est un moment où tester un nouveau type de blog, d'article sur votre blog. C'est le moment de le mettre en avant et de voir ce qui fonctionne. Donc voilà, donc il est très utile. Oui, oui, et comme toutes les communications par email, c'est un moyen de rester dans la mémoire de vos destinataires. Si vous n'avez pas forcément de produits à proposer ou de nouveaux produits à vendre, une newsletter régulière, donc hebdomadaire, mensuelle, en fonction de vos besoins et des attentes de vos clients, bien évidemment, enfin de vos destinataires, ça permet de maintenir en mémoire l'existence de votre marque. Voilà. Oui, on n'est pas obligé de faire quelque chose de promotionnel dans ces cas et de vraiment, de vraiment arriver à faire quelque chose qui est plus sympa et moins dans une démarche commerciale aussi. Il y a des questions autour du ratio texte-image qui sont abordées dans le chat. Oui, on recommande un 70-30. Certains des exemples qu'on a ont l'air de ne pas respecter ce ratio parce qu'il y a une grosse image, mais l'email est beaucoup plus long, donc il y a plus de texte. La raison est simple, c'est parce que pendant très longtemps, les spammers, enfin toujours aujourd'hui, mais c'est vraiment très filtré, les spammers utilisaient des emails faits uniquement d'images, puisque le texte n'était pas forcément lisible par les robots des webmails et messageries, pour y intégrer du message de spam, tout simplement. Donc, la bonne pratique, toujours aujourd'hui, c'est de respecter un ratio texte 70%, image 30%, à peu près. Voilà, et quelqu'un qui te demande pourquoi Mailjet a la fonction vidéo, mais qui est intégrée, qui ne marche pas. Et en fait, il y a Philippe qui a fait un commentaire qui est en lien avec pourquoi on n'a pas cette fonctionnalité. C'est qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas dans la majorité des boîtes mail. Mais on est dessus, on garde un œil sur l'évolution de ça et c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire à l'avenir, justement. Mais on peut néanmoins intégrer un lien qui pointe vers votre vidéo qui est hébergée sur YouTube, où vous le souhaitez aujourd'hui. Et donc, puisqu'on parle de conception et de design, passons à la création d'un email avec une nouvelle démo, Stéphanie? Yes. Alors, je vais partager mon écran de nouveau. Hop. Alors là, on va regarder la création de campagne chez Mailjet. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Hop là. Donc, on va créer une campagne d'emailing. Donc, on va lui donner un nom pour pouvoir le retrouver plus tard comme notre liste de contacts. C'est une campagne marketing qu'on va créer. Et là, après, on peut rentrer la liste contacts, mais on va la faire plus tard. Là, on va se concentrer sur le design. Il y a plusieurs moyens de créer votre email, soit en utilisant un modèle de la galerie. On a plus d'une centaine de modèles d'email à disposition. Après, si vous codez, vous pouvez l'utiliser HTML ou MGML. Mais nous, on va gagner un peu de temps. J'ai créé un modèle préalablement qu'on va utiliser pour ces démos. Là, on retrouve toutes les informations importantes qu'on a vues tout au début, les éléments clés de l'email, donc l'objet d'email, le texte de prévisualisation, ce qui est le texte qui apparaît juste à côté de l'objet d'email. On a aussi le nom de l'expéditeur, excusez-moi, et l'adresse l'expéditeur. On peut ajouter une nouvelle adresse ou en choisir une autre. Et si on souhaite que les réponses aient une autre adresse que celui-là, on peut rentrer une adresse de réponse. Donc, une fois que nous avons rentré ces informations, on peut toujours les éditer et on les retrouve en fait en haut du bulletin. Et là, on va se concentrer sur le design. Donc, on peut tout personnaliser en fait, sur l'email. Nous, on va juste se focaliser sur changer une image pour montrer un peu les fonctionnalités. Donc là, je vais aller sélectionner une nouvelle image depuis la galerie d'images. Et je vois que là, en fait, le poids, il est un peu trop lourd pour l'email. Donc, je vais le réduire en utilisant l'éditeur qui est intégré à Mailjet. Donc, pas besoin d'aller dans Photoshop pour faire des petits ajustements. Vous pouvez le réajuster, ajouter des cadres, des filtres, des textes, etc. Là, je vais juste réduire la taille pour réduire le poids de l'image. Et je peux soit sauvegarder une copie, soit le sauvegarder en tant que l'original. Je mets le texte alternatif qui est très important pour l'accessibilité. Et voilà. Après, je vais vérifier que tout va bien dans l'aperçu de l'email. Voilà, qu'on voit que ça rentre bien sur l'ordinateur et également en mobile, parce que les deux sont très importants. Il y a beaucoup d'emails qui sont lus sur le téléphone. On le fait tous, je pense. Ensuite, une fois que je suis contente du rendu, je vais aussi vérifier que ça rentre bien dans la boîte d'email en m'envoyant une email de test. Là, on peut mettre jusqu'à 10 adresses. Je vais l'envoyer à moi-même. Et je vois que j'ai une confirmation que ça a bien été envoyé. Là, je suis prête pour y aller envoyer.
ou je peux faire un A/B test. Donc, on peut toujours créer une deuxième version si on souhaite tester l'objet, le bouton, une image différente. J'ai toujours cette possibilité. Nous, on reste sur une campagne classique, donc je vais me préparer à l'envoyer. Et là, on retrouve voilà, toutes les informations que nous avons rentrées tout à l'heure avec l'objet et le design d'email avec tous les éléments importants. Et voilà. Donc voilà, Stéphanie vous a montré la création d'emails via l'outil de Mailjet, mais évidemment, si vous avez un profil plus technique, vous pouvez passer directement en codage HTML, voire MJML, qui est notre template language maison et par défaut responsive, ce qui est toujours intéressant quand on connaît les complexités du développement d'email. Et on a une question. Lorsqu'on code en HTML, le lien permanent de la version en ligne ne marche pas. Avez-vous des recommandations? En fait, on a dû le supprimer. En fait, il y avait une mauvaise acteur qui prenait ces liens pour envoyer des campagnes de phishing ailleurs. Et donc, en fait, on peut toujours utiliser, par exemple, les emails de test pour envoyer des BAT à ceux qui ont besoin de valider l'email, par exemple. Mais normalement, une fois que la campagne est envoyée, le lien de version en ligne, ça fonctionne une fois que la personne l'a reçu dans leur boîte mail. J'espère que ça répond à cette question. Il y a beaucoup de questions dans le chat. N'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&A parce qu'on peut pas répondre à toutes les questions en direct. C'est pour ça qu'on a l'onglet Q&A pour justement pouvoir y répondre en fin de présentation. Mais alors, la question de Colline Malassiné, quelle était-elle? Parce qu'on ne l'a pas vu passer, désolé. On traitera les questions aussi à la fin. Donc, on va peut-être... Comment pouvons-nous avoir de réels résultats concernant le nombre de clics et d'ouvertures, sachant qu'avec les logiciels style Mail in Black, ils ouvrent automatiquement le mail et cliquent sur tous les liens pour voir si nous n'essayons pas de hacker le mail. Ce logiciel fausse tous les résultats. Comment peut-on faire du coup, s'il vous plaît? Alors oui, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais globalement, même si le taux d'ouverture reste la statistique la plus observée par les marketeurs, par email ou non, elle est de moins en moins fiable. Et ce, déjà bien avant l'apparition d'outils comme Mail in Black, notamment parce que Apple Mail, ouvre par défaut absolument tous les emails qui rentrent dans la boîte de réception. Donc, même si le destinateur qui utilise Apple Mail n'a pas ouvert l'email sur Apple Mail l'ouvrira. Et donc, par défaut, le taux d'ouverture est faussé. Pour ce qui concerne le taux de clic, il suffit... Alors, je n'ai pas de réponse tout de suite directe. Peut-être que toi, tu as des éléments derrière, Stéphanie? Oui, en fait, on travaille sur une solution pour pouvoir identifier les bots de clics dans Mailjet pour pouvoir les sortir des clics éventuellement. On peut aussi les faire aujourd'hui, mais c'est un processus qui reste assez manuel. En regardant en fait le temps entre la réception et les clics, souvent, on arrive à identifier les bots de clics parce qu'ils cliquent plus rapidement. Mais bon, les bots deviennent de plus en plus intelligents, donc c'est pas forcément totalement fiable non plus. OK. Peut-être on va passer du coup à comment on cible les bons contacts. Donc, on va passer à la prochaine. Allez-y, Thomas. Donc oui, le ciblage des bons contacts se fait via l'outil de segmentation. Donc la segmentation, très, très simplement, c'est l'envoi à un segment, à un groupe restreint de contacts de votre liste de contacts en fonction de différents paramètres, donc des données sociodémographiques comme l'âge, le genre, la localisation, les centres d'intérêt. Donc, beaucoup d'éléments que vous pouvez demander préalablement dans le formulaire de contact. Ça peut être aussi des données comportementales, notamment vis-à-vis de leur habitude par rapport à l'email. Donc, est-ce qu'ils ont ouvert l'email? Est-ce qu'ils ont cliqué sur des liens? Est-ce qu'ils ont placé certains emails en spam? Depuis combien de temps est-ce qu'ils n'ont pas ouvert? Ce genre de choses. Enfin, il y a la position dans le parcours client, donc qui se fait souvent en lien avec une plateforme de CRM ou de e-commerce, où là, on va pouvoir avoir des données beaucoup plus fines. Donc, par exemple, avec Mailjet, vous aurez intégré Mailjet à votre plateforme de CRM. Et là, vous allez pouvoir associer vos contacts, donc vos données de contact de Mailjet
aux données dont vous disposez dans votre CRM, leur position dans le parcours client, le nombre d'achats qu'ils ou elles ont pu effectuer par le passé, etc. Et donc, envoyer des emails encore plus précis en fonction de ces différents comportements. Pour la création de segments, Stéphanie va vous présenter à nouveau une petite démonstration sur comment cela se passe via Mailjet. Yes. Alors, la segmentation, c'est vraiment le moyen le plus efficace de cibler les bons contacts au bon moment. Donc, chez Mailjet, nous avons déjà créé notre liste de contacts et maintenant, on va créer notre cœur de cible. Donc, on va aller retourner dans Contact et aller dans Segmentation, créer un segment. Pareil, toujours lui donner un nom pour pouvoir le retrouver plus tard. Là, on va cibler les Français, bien sûr. Donc, on va mettre un petit FR. On va le sauvegarder et ensuite, on va choisir parmi plusieurs filtres. Donc, les actions dont on a parlé tout à l'heure, ouverture, clic ou non-ouverture et non-clic. Une date d'abonnement. Il y a plusieurs actions parmi lesquelles on peut choisir. Mais nous, on va se concentrer sur les propriétés de contact que, pareil, on a vu tout à l'heure. Là, on va cibler les Français. Donc, je vais mettre le langage ETFR selon mon fichier. Là, je veux aussi les cibler, par exemple, par leur centre d'intérêt. Donc, je vais mettre une condition « et ». Donc, je veux les deux conditions en même temps. Et je vais choisir les gens qui s'intéressent aux chats. Mais je veux aussi les gens qui sont francophones et qui s'intéressent aux poissons. Donc, je vais mettre une condition « ou » et les centres d'intérêt poissons. Et je ne l'ai pas montré dans cette démo, mais j'ai choisi « et » parce que je voulais que ce soit vraiment égal aux champs dans mes propriétés de contact. Mais ça peut être aussi contient, ne contient pas, un peu les options classiques sur la segmentation. Ensuite, une fois que je suis contente avec mes filtres, je vais aller sélectionner la liste que j'ai créée tout à l'heure et je vais lancer mon calcul. Je vais voir que là, j'ai 61 contacts qui correspondent à ce segment parmi mes 279. Et j'ai aussi un échantillon pour bien vérifier que les sélections sont correctes. Donc, je vois que j'ai chat, poisson, FR. Je suis contente de mon segment, donc je vais le créer pour pouvoir l'insérer ensuite dans ma campagne. Et voilà. Donc oui, la segmentation, comme on l'a dit, c'est très utile pour cibler certains profils spécifiques et vous l'avez vu, on peut être vraiment très précis en fonction des données dont vous disposez. Il y a une question un peu liée à la segmentation qui a été posée par Raouf. Comment personnaliser le mail avec les noms de contact? Eh bien, vous pouvez rentrer une propriété de contact justement dans votre objet d'email, dans Mailjet aussi, par exemple. Et la segmentation n'est effectivement disponible qu'avec un abonnement premium chez Mailjet. Voilà, passons à la suite. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions qui sont plus ou moins liées. Encore une fois, on y répondra à la fin. Suivi des performances et optimisation, c'est la dernière étape de toute bonne campagne d'emailing. Vous avez envoyé vos emails, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut évidemment suivre vos statistiques, suivre les données et les résultats d'engagement. Donc, on a plusieurs types de statistiques. Les statistiques de livraison, la délivrabilité, c'est-à-dire le fait d'arriver effectivement en boîte de réception. Et donc, par boîte de réception, on veut dire la messagerie ou le webmail en général, pas forcément la boîte principale. Il y a aussi les taux de rebond, donc, qui sont des erreurs qui peuvent être temporaires. Par exemple, si la boîte de réception du destinataire est pleine ou permanente si l'adresse n'existe plus, tout simplement. Les plaintes pour spam, donc si le destinataire a cliqué sur « mettre en spam » tout simplement dans votre email, ce genre de choses. Donc ça, ce sont les statistiques de livraison qui sont assez immédiates. Derrière, on a les statistiques d'engagement qui sont celles qui intéressent davantage les marketeurs généralement. Les statistiques de livraison, c'est plus des statistiques techniques, même si tout bon marketeur devrait s'y intéresser. Mais donc, les statistiques d'engagement, donc le taux d'ouverture dont on a déjà parlé, qui est plus ou moins véridique aujourd'hui, le taux de clic, donc sur les différents appels à l'action et CTA dans votre email, le taux de désabonnement, qui est une forme d'engagement puisque le contact souhaite se désengager. Enfin, à prendre en compte les réponses, parce que parfois vos contacts vont répondre directement à vos emails et c'est essentiel d'avoir une adresse de réception de ces commentaires pour pouvoir justement entretenir la relation avec vos destinataires. On a une dernière démo sur justement la présentation de l'onglet statistique dans Mailjet. Alors,
Je vais une seconde, un petit problème technique. En attendant, je peux répondre à la question d'Estelle, qui a des taux de clics supérieurs, régulièrement au-dessus de 100. Ça peut être dû, au fait que des gens vont cliquer plusieurs fois dans votre email. Ça peut Donc être aussi dû au bot. En fait, on en a parlé tout à l'heure. Parfois, en fait, il y a un robot qui va cliquer à la place de l'utilisateur. Ça peut être, c'est pas juste des trucs. En fait, c'est souvent des entreprises qui ont des protections anti-spam dans leur boîte mail. Ils vont avoir un robot qui va vérifier que le lien n'est pas un lien de phishing. Et ce ne sont pas comptés comme des ouvertures. Et du coup, c'est là où on voit les taux de clics qui sont vraiment au-dessus de le taux d'ouverture. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de travailler sur une solution pour pouvoir filtrer les bot clicks. En fait, c'est le terme utilisé souvent, mais les clics robots dans les statistiques. Donc voilà, on vous tiendra bien sûr au courant de l'avancement là-dessus chez Mailjet. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment un souci pour les gens qui font de l'emailing globalement. Hop. Donc, on va... Oupsies. Alors, petit problème. Voilà. Donc là, on a envoyé... Bon, on va parler des statistiques réellement. On a envoyé notre campagne. On voit qu'on a déjà des gens qui ont ouvert ou cliqué. On peut modifier les calendriers pour regarder plusieurs types de dates. Nous, on veut le jour de l'envoi. On peut aussi avoir une petite aperçu de ce qui a été, enfin, toutes les statistiques. On peut les personnaliser en cochant ou décochant. On peut aussi avoir un petit aperçu de toutes les statistiques. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ouverture, clics et des abonnements. Et qui a ouvert et cliqué. Et on peut également filtrer par statut. Du coup, si on veut filtrer par cliquer, on voit tout le monde qui a cliqué et on peut les télécharger pour qu'on puisse les passer à nos commerciaux, par exemple. On peut regarder les gens qui se sont désabonnés, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et depuis cette vue, on peut aussi les retirer carrément de la liste contact. Donc, on voit qu'on a, en fait, on sélectionne la liste et on a plusieurs actions. Nous, ce qui nous intéresse le plus, parce qu'ils se sont déjà désabonnés, c'est de les retirer pour pouvoir nettoyer la liste rapidement. Donc, on voit qu'on a 279 abonnés. On va valider et hop, on voit qu'ils ont été retirés automatiquement depuis Jet. Voilà. Et donc, pardon. Et donc, on a terminé notre présentation. Et donc, on va pouvoir passer à vos questions. Je vois beaucoup de questions. On sent, parmi les questions, on sent qu'il y a quand même un certain niveau d'emailing, ce qui est encourageant. Mais on va passer aux questions dans l'onglet Q&A. Comment analyser les statistiques? Ça a déjà été répondu. Quel est le poids maximal pour les images? Nous, ce qu'on recommande, c'est 400 kilooctets, il me semble, le maximum. Enfin, on dit que c'est mieux de rester en dessous de 200 par image. Voilà. Mais voilà, oui, c'est ce qu'on conseille vraiment en termes de best practice. Lorsqu'un contact se désabonne d'une campagne, est-ce qu'il sera bien désabonné de toutes les autres campagnes, même si on le rajoute de nouveau dans une autre liste de contacts? Enfin, donc, vas-y, je te laisse répondre, pardon. Donc non, aujourd'hui, non, avec Mailjet, en fait, si vous le rajoutez dans une autre liste de contacts, non, il ne sera plus désabonné parce que vous l'aurez redéclaré comme un contact qui souhaite être abonné. Si vous souhaitez exclure totalement un email de votre liste, le mieux, c'est de soit les supprimer. En fait, ça, c'est le mieux de supprimer les contacts, de les virer totalement. Ou si vous souhaitez garder une trace quand même, vous pouvez les mettre sur la liste d'exclusion. Ce qui va les exclure de tout envoi de chez Mailjet. Mais le best practice, c'est vraiment de nettoyer vos listes régulièrement et de supprimer les contacts qui ne souhaitent plus recevoir vos messages. Hop. Une question par rapport à notre éditeur. Comment rendre plus sexy ces emailing sur Mailjet? C'est uniquement du drag and drop. Vous pouvez changer les structures. Donc, vous pouvez intégrer déjà le drag and drop, ça permet beaucoup d'options différentes au niveau des différents types de structures, de colonnes et autres. Après, si vous voulez pousser davantage, il y a possibilité d'entrer des boîtes de code HTML en drag and drop, il me semble, Stéphanie? Oui,
Bien sûr. Oui, on peut utiliser du HTML. Après, ça nécessite un peu des connaissances du HTML, bien entendu. L'objectif du drag and drop, c'est vraiment de rendre la construction des emails accessible à tout le monde, même ceux qui ne savent pas coder. Après, si vous avez du feedback sur des choses que vous aimeriez voir, justement chez MailJet et les possibilités que vous cherchez à faire qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas, voilà, moi j'aimerais bien avoir votre feedback pour pouvoir l'implémenter. On a également aussi, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a des sections qui s'appellent des sections préconstruites. En fait, c'est des petites sections assez rapides où on a déjà mis une image et un texte que vous pouvez drag and drop directement dans vos emails et juste appliquer votre branding, en fait, votre marque pour un peu les améliorer et les mettre à vos goûts. Donc ça peut aussi, ça peut vous permettre d'aller plus rapidement avec la construction de vos emails et d'avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe. Voilà. On a une question de Marc qui demande qui ou quoi définit les centres d'intérêt des cibles. Ça, c'est les cibles elles-mêmes qui le définissent dans les champs que vous leur proposez, éventuellement lors de l'inscription, dans le formulaire d'inscription, tout simplement. Oui, vous pouvez aussi, si vous savez qu'ils ont acheté de nourriture pour chat sur votre site, par exemple, vous pouvez définir que ça, c'est leur centre d'intérêt. Oui, ça serait vraiment chez vous. Et comme on a vu tout à l'heure, on peut l'utiliser comme propriété de contact pour ensuite segmenter et vraiment cibler ces gens en fonction de leurs intérêts en utilisant MailJet, par exemple. Philippe, qui a posé à plusieurs reprises des questions par rapport à l'authentification, notamment vis-à-vis des réglementations qui ont été mises en place par Gmail et Yahoo. Donc là, on rentre dans un domaine un peu plus technique, mais effectivement, depuis février 2024, certains webmails, notamment deux webmails importants, Gmail et Yahoo Mail, exigent notamment des expéditeurs de masse. Donc, ce qu'ils considèrent des expéditeurs de masse, ce sont des personnes qui envoient plus de 2500 emails par semaine. Que soient mis en place les protocoles d'authentification SPF et DKIM, ainsi que la désinscription en un clic via la norme RAF 2748, je crois, mais je ne suis pas sûr, à revérifier. Mais donc, oui, c'est essentiel pour deux raisons. D'une part, pour le confort des destinataires, qui s'assurent que les emails qui leur parviennent sont bien légitimes, et pour votre identité de marque, puisque avec ces protocoles, donc qui sont techniques et qui sont à intégrer dans votre serveur DNS, donc là, si les marketeurs sont largués normalement, qui sont à intégrer dans votre serveur DNS pour montrer patte blanche, pour prouver que vous êtes donc avec SPF bien autorisé à envoyer des emails via le domaine en question, et avec DKIM, vous autorisez l'adresse IP en question à envoyer des emails au nom du domaine. C'est très important parce qu'il en va de votre délivrabilité, il en va du fait que vos emails vont arriver effectivement en boîte de réception et pour garantir une bonne livraison de vos emails chez Gmail et Yahoo. Sinon quoi, vous risquez donc soit tout simplement de ne pas être livré, soit d'atterrir par défaut en spam. Et après, ceux dans ce webinaire qui parlent couramment anglais ou qui ont un bon niveau d'anglais, en fait, nous avons fait un webinaire justement au mois de janvier, février, avec des experts justement de chez Google et de Mailgun, en fait, qui est notre entreprise sœur. Voilà. Et donc, ça existe toujours en replay. On peut partager peut-être le lien envers le replay de ce webinaire qui parle plus en détail de tout ce qui vient de décrire Thomas. Voilà. Malheureusement, pas encore en français, mais voilà, vous aurez déjà des informations. On a aussi de la documentation en français sur notre blog et sur nos pages de support. Pour l'instant, c'est uniquement Gmail et Yahoo, mais peut-être qu'ils sont en train de créer un précédent et donc une nouvelle norme qui sera peut-être adoptée par la suite par d'autres webmails et boîtes de réception. On ne sait pas, on n'est pas chez eux, donc on ne peut pas lire l'avenir. Mais voilà, il est probable que ça rentre. Bonjour, quelle est la différence entre exclure des campagnes et désabonner? Sachant que certaines listes de diffusion, il m'arrive régulièrement de désabonner puis réabonner des destinataires en fonction des campagnes. Le désabonnement, normalement, doit venir est une action qui vient du destinataire. Il ou elle va cliquer sur le lien de désinscription en bas de votre email et sera désabonné de cette liste de contacts. L'exclusion des campagnes, normalement, c'est de votre côté. Ça se passe avec votre base de données de votre côté. Vous choisissez d'exclure telle ou telle adresse parce que
elle renvoie un rebond permanent, par exemple. Donc, on peut partir du principe que l'adresse n'existe plus ou n'est plus utilisée. Et donc, comme ça va nuire à votre délivrabilité, à votre réputation en tant qu'expéditeur, à la réputation de votre adresse IP, etc., il vaut mieux l'exclure proactivement de votre côté plutôt qu'à attendre que les webmails décident de la bloquer par défaut. On a une question aussi sur comment avoir le consentement de tous les contacts quand on en a, par exemple, 400. En fait, Thomas, il a décrit tout à l'heure, mais on peut faire, par exemple, une campagne de réengagement. Donc, confirmer que les contacts. Donc là, on peut envoyer un mass à ces 400 contacts en disant: «Est-ce que vous souhaitez toujours recevoir les emails de notre part?» Vous avez tous déjà, peut-être, je pense, reçu une mail qui dit: «Ah, vous nous manquez. Est-ce que vous souhaitez toujours faire partie de notre liste d'emailing?» C'est vraiment un très bon moyen de réengager vos contacts et aussi de bien montrer que vous avez le consentement. Et je crois qu'il y avait une autre question sur où est-ce qu'on stocke le consentement. Donc, si vous envoyez par Mailjet et que vous utilisez, par exemple, nos formulaires, là, on a une mail de double opt-in qui est envoyée et quand il clique sur cet email, on stocke le consentement chez Mailjet directement. Donc là, ça fait preuve de consentement, par exemple. Mais après, d'autres moyens, ça peut être chez vous dans votre base de données, etc. Rémi demande pourquoi beaucoup de ses abonnés disent que ces emails arrivent en spam. Peut-être parce que justement les protocoles d'authentification dont on a parlé, SPF et DKIM, qui, comme le rappelle Benjamin, sont des normes depuis bien longtemps. Mais donc voilà, depuis les règles Gmail et Yahoo sont devenues des obligations, entre guillemets, même si ça a toujours été très bien d'avoir ces protocoles d'authentification mis en place, évidemment. Peut-être que comme ces protocoles ne sont pas mis en place, les webmails et les messageries considèrent par défaut que ces emails sont suspicieux. Et en fait, en plus, les algorithmes de spam, c'est très, très complexe. Donc, ça peut être aussi lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié à l'objet de mail, parce que je vois qu'il y a Philippe qui demande s'il y a une liste de termes blacklistés. Et effectivement, il y a des mots qui vont faire que vous tombez dans la boîte spam plus souvent que si vous les évitez. Je pense qu'on a des articles de blog, justement, avec des mots à proscrire dans vos objets d'email, parce que ça aussi, ça peut jouer. Ainsi que, bon, il n'y a pas tous les boîtes mail qui l'acceptent aujourd'hui, mais Bimi, c'est aussi un moyen de s'authentifier, de montrer qu'on est un expéditeur légitime. Donc, en fait, il y a beaucoup de moyens d'améliorer le taux de délivrabilité. Et enfin, je pense aussi les webinaires sur ce sujet à une date ultérieure, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe et qui est très technique souvent. Y a-t-il des formations Mailjet en one-to-one, vous voulez dire enfin, personnel ou tout ça a priori, non. On peut proposer éventuellement, ça pourrait être une idée intéressante de proposer des webinaires, mais type spécifiquement sur comment utiliser Mailjet. S'il y a un intérêt autour de ça, n'hésitez pas à upvote la question c'était qui, désolée, de Claire, parce que s'il y a beaucoup d'intérêt, ça pourrait être quelque chose sur lequel on se penche à une date future. Et on va prendre une dernière question puisque l'heure tourne. Comment améliorer son taux d'ouverture des objets email? On peut répondre très rapidement en ciblant mieux, tout simplement. Donc, en fonction de l'engagement sur le long terme de vos contacts, vous voyez qui a ouvert et qui n'a pas ouvert. Et donc, si certains contacts n'ont pas ouvert depuis 3, 4, 6 mois, peut-être qu'il faut les mettre dans une liste à part ou segmenter votre liste pour ne garder que les contacts les plus engagés. Et envoyer de façon un peu plus qualifiée. On ne le répétera jamais assez, et ça sera par ailleurs l'objet de notre prochain webinaire, mais une liste courte et qualifiée vaudra toujours beaucoup plus qu'une liste très importante, mais qui génère finalement assez peu d'engagement. Et après, il faut se dire aussi que le taux d'ouverture, il faut commencer à se détacher pour les raisons qu'on a listées tout à l'heure, qu'il y a Apple Mail qui ouvre automatiquement les emails et d'autres, voilà. Donc, il y a en fait d'autres indicateurs sur lesquels il faudrait s'accrocher aussi, c'est surtout les taux de clics et les taux des abonnements, ce qui est un bon indicateur que les gens s'intéressent, si c'est faible, que les gens s'intéressent à votre contenu. Dernière question, dernier point et on finit. Raoult signale qu'il y a plusieurs dysfonctionnements sur Mailjet et comment peut-on faire remonter ça?
en passant par notre service support. Vous avez aussi dans Mailjet, il y a un petit point d'interrogation. Vous pouvez cliquer dessus et normalement, vous avez la possibilité de donner du feedback et vous pouvez remonter des bugs. Après, si vous envoyez des captures d'écran ou des vidéos, c'est encore mieux. Ça nous aide à bien identifier le problème à régler. Et dès qu'on reçoit des bugs comme ça, on essaie de les prioriser, de les régler assez rapidement. Voilà. Merci de votre attention. Le webinaire touche à sa fin. Donc, on le rappelle, toute la présentation sera disponible donc dès la fin de la diffusion sur ce lien. Et sinon, on vous enverra le lien vers la vidéo YouTube, donc qui reprendra l'intégralité de la présentation une fois qu'elle sera uploadée. Et donc, pour information, on l'a évoqué très rapidement. Notre prochain webinaire aura lieu le 27 août, donc pile à la rentrée, et portera sur les bonnes stratégies à appliquer pour faire croître vos listes de contacts. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire quand la page sera mise en place et à nous poser vos questions quand également ça sera mis en place. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.